Je ne peux pas me Voilà. retirer. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme le disait Cécile, donc on va se débarrasser. Voilà. Comme le disait Cécile, on teste un nouvel outil, donc excusez-nous si éventuellement il y a des petites imperfections techniques, mais voilà, le CFIBD a investi dans cet outil Livestorm parce que justement, quand on a fait un séminaire au printemps dernier sur les attentes des collègues par rapport aux missions du CFIBD, et il est apparu qu'il y avait un besoin d'information, d'avoir des moments comme ça d'échange un petit peu synthétiques sur les enjeux, des enjeux internationaux dans les bibliothèques. Donc on a bien entendu la demande et on essaie d'y répondre. Donc on avait réfléchi à éventuellement faire une newsletter, faire d'autres formats, puis on s'est dit que finalement peut-être le format séminaire, enfin webinaire, notamment le webinaire enregistré aussi, sur lequel on peut revenir, était le format le plus dynamique et puis le plus actuel pour ce genre d'échange. Donc on va essayer de faire ça assez régulièrement, sur une forme assez courte, pour qu'en un minimum de temps, on fasse passer le maximum d'informations intéressantes, à la fois de connaissances professionnelles et puis aussi de connaissances pratiques, d'être un peu opérationnel. Pour mémoire, le CFIBD se donne pour mission de faire participer le maximum de collègues français qui sont dans le domaine des bibliothèques et de la documentation aux organisations internationales, de participer à la discussion professionnelle internationale, d'être présent dans les grandes associations. Alors, on connaît beaucoup le CFIBD pour les bourses qu'on peut donner pour notamment participer au congrès annuel de l'IFLA, mais pas seulement. On donne aussi des bourses pour d'autres congrès, pour d'autres événements professionnels. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement notre site et même à nous solliciter en direct si par exemple, vous souhaitez participer à un événement professionnel à l'étranger et que vous avez un peu une difficulté pour boucler votre budget. Le CFIBD n'a pas des moyens illimités, mais on peut peut-être donner la petite impulsion qui permet à un budget d'être finalisé et de participer. C'est vraiment la mission que nous, on s'est donnée. C'est à la fois que les collègues francophones français participent à la discussion internationale dans les instances internationales, et éventuellement aussi que des collègues étrangers viennent en France pour là aussi participer et animer cette discussion internationale. Le CFIBD essaye d'être le plus généraliste possible en termes de bibliothèque. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, on fait souvent beaucoup de choses sur la lecture publique et sur les questions qui se posent en lecture publique. Mais aujourd'hui, on voit bien aussi qu'il se passe plein de choses au niveau des BU et des bibliothèques universitaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité faire un petit point sur les différentes organisations qu'on peut retrouver dans le domaine des bibliothèques universitaires. Donc, LIBER, donc la Ligue des bibliothèques européennes de recherche, pour lequel on aura une présentation et qui a des projets très, très ambitieux. Spark Europe, qui est donc une fondation de droit néerlandais, si je ne me trompe pas, qui aussi participe à faire incuber des projets professionnels pour les bibliothèques universitaires. Et puis, nous aurons aussi le groupe Bibliothèques et Sciences ouvertes de l'Interalliance des universités européennes, mais ça, on vous le présentera. Et on aura enfin, alors je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais on aura aussi le témoignage d'une boursière qui a bénéficié d'un financement du CFIBD, sur lequel elle reviendra un petit peu sur son expérience et puis aussi sur ce que ça apporte professionnellement, justement, de participer à ces instances internationales, là où c'est aujourd'hui particulièrement les instances européennes. Voilà, qui est la vocation du CFIBD. J'ai déjà beaucoup trop parlé, je laisse la parole. Je crois que c'est Fanny qui va s'occuper de l'animation. Je passe directement la parole à Cécile, c'est ça? Voilà, Cécile Slatek, Casafière. Je te laisse la parole et je descends de scène. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Donc oui, Liber sur les réseaux, Liber en 5 minutes. Alors, je vais partager une ressource PDF et normalement, vous avez l'autorisation sur le système de la télécharger pendant la présentation. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on la transmettra ensuite, mais vous pouvez essayer. Donc, comment est-ce que Liber positionne les bibliothèques de recherche au sein des écosystèmes européens et comment est-ce qu'elle monte sa stratégie de réseau. Donc, ça, on se voilà. Tout d'abord, Liber, c'est une communauté. C'est une grosse famille de praticiens. C'est pas une voile légère, c'est beaucoup de groupes de travail. Voilà, c'est vraiment une association qui regroupe des collègues. Et vous pourrez donc jeter un petit coup d'œil si vous ne connaissez pas trop par la suite. Il y a tout un tas de bibliothèques qui sont là. Bibliothèques nationales, parce que ce sont des bibliothèques de recherche dans la plupart des pays, normalement en général. Bibliothèques de l'enseignement supérieur, y compris les organismes, les bibliothèques de Applied Sciences, les universités de technologie, certains centres d'apprentissage qui sont liés à l'ESR selon les pays. Les périmètres sont différents. Mais une seule mission, c'est vraiment faire le lien avec les grands enjeux et les grandes politiques européennes de recherche. Dans Liber, il y a des bibliothécaires, mais il y a aussi des chercheurs, des personnels d'appui, des data stewards. Voilà. Une quarantaine de pays, de gens tout contents. Et voici la vision stratégique. Je vois que Priscilla partage le lien, merci beaucoup, sur les bibliothèques à horizon 2027, sur tout ce qui est droits et valeurs, sur tout ce qui est compétences, capacités, sur tout ce qui est sciences ouvertes, état de l'art, et bien sûr, extrêmement important, tout ce qui concerne la confiance, la fiabilité des connaissances et la recherche de sources fiables, voilà, pour produire une pensée originale. Donc, Liber travaille en collaboration sur une série de volets que vous voyez là. Et à travers le petit diaporama, donc merci d'Antoine de dire qu'on peut bien le télécharger, vous pouvez les découvrir à travers le rapport annuel, mais également, là c'est un petit extrait du site que je vous ai mis sur les domaines d'activité principaux, à travers son site web et ses ressources. Pour les formations, essentiellement tout ce qui concerne le personnel d'encadrement, que ce soit encadrement intermédiaire, encadrement supérieur, personnel de direction, personnel expert, des ateliers de pratique et des webinaires pour découvrir aussi bien qu'échanger, c'est-à-dire qu'on a des séries de webinaires qui permettent à tous les niveaux, du débutant à celui qui en maîtrise, à l'expert, de se rencontrer et puis d'échanger, alors en anglais, à Liber uniquement. Voilà. On publie nos ressources dans une revue à comité de lecture, Liber Quarterly, qui est pas tout à fait quarterly, mais c'est pas très gênant. On publie tout sur Zenodo, donc qui est la plateforme de partage qu'on connaît dans pas mal de communautés, bien évidemment, basée sur un projet européen, et une base de données du Liber Architecture Group sur les bibliothèques en tant qu'espace et que bâtiment, les équipements. Voilà. On essaye de partager au maximum. Nos événements sont accessibles en ligne. Et on a donc des groupes de travail, working group, task force, donc des petits groupes dédiés très, très précis. Les groupes de travail sont pour certains permanents sur le leadership, sur l'architecture, sur l'open access. Les autres ont une durée de vie de 1 à 3-4 ans, en gros, voilà, et évoluent au gré de l'actualité. Les task force, il y en a 2, une sur l'intelligence artificielle et une sur les droits et les valeurs. On peut rejoindre un groupe de travail, il faut être membre de Liber. On peut candidater au conseil d'administration. D'ailleurs, il va y avoir des appels en février pour rejoindre le conseil d'administration. Et en juin 2026, il n'y aura plus de français à l'intérieur. Donc, je vous conseille, notamment pour les questions de copyright,
de politique de sciences ouvertes ou autres, de considérer ou de solliciter des personnes pour rejoindre le board, puisque les Français ont pas mal de choses à apporter. On a des collègues belges qui sont présents déjà à l'intérieur du board. Et s'il n'y a plus de... Si, on a de la Suisse aussi en ce moment, donc on est tout bon. Et on appelle pour une prochaine stratégie. Voilà, en gros, si vous voulez référencer dans vos portails une excellente revue pour suivre la profession Plutôt Liber Quarterly et pour suivre les actualités, le lien que vous avez là, ainsi que tous les réseaux sociaux. Donc, on va en reparler pendant la table ronde. Je m'arrête là pour ma présentation car j'ai fait mes 5 minutes et j'invite à monter sur scène Aurélie Terrier pour nous parler d'un autre réseau complètement différent qui est Spark Europe. À moins qu'il y ait quelques questions tout de suite factuelles auxquelles je puisse répondre avant la table ronde. Une réponse. Actuellement. Aucune question pour l'instant? Parfait. Ah, je vois que des personnes sont en train de taper, donc peut-être que les questions arrivent. Et Aurélie, si tu veux monter sur scène et nous rejoindre, ce sera chouette, car on ne te voit pas encore. Ça y est. Voilà, merci. J'attends de voir s'il y a des questions qui arrivent. Pour les novices, peux-tu donner quelques indications sur Zenodo, son histoire et ses avantages? Oui, je vais me faire un plaisir de vous le faire dans le chat. Comme ça, vous aurez les liens. Et Liber et dissuasif pour les petits établissements, absolument. Il y a certainement quelque chose à discuter sur des financements. On a des institutions qui ont du mal à rejoindre, mais Liber ne veut pas baisser ses tarifs d'adhésion puisqu'ils sont indexés sur l'inflation et qu'ils ont été votés en instance. Donc c'est cher Liber. Je suis d'accord. Après, je pense que ça apporte beaucoup. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et le partage des rôles entre Liber et CERL. Donc, pour la partie Bibliothèque nationale, je vais vous répondre également dans le chat. Faut-il être membre de Liber pour proposer des formations pour tout ce qui est proposition d'activité? Oui, puisque c'est community-driven, comme on dit, pour y participer. Pas du tout, par contre. Et pour le processus, je vais donner les contacts. Je pense que sur les questions factuelles, on est bon. Ça a l'air. Donc, à tout à l'heure pour les grandes idées, alors. Merci, Cécile. Donc bonjour, je suis Aurélie Terrier, je travaille en tant que responsable des revues e-book et bases de données à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, donc en Suisse. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter Spark Europe en tant que membre du comité de pilotage. Donc déjà, il faut que je change la slide. La mission de Spark Europe, son objectif principal, c'est de faire progresser le savoir-faire en influençant les politiques. Donc, pour réaliser cette grande mission, en fait, Spark Europe a 3 types de rôles différents, 3 types d'objectifs différents. Donc, le premier objectif, c'est vraiment tout ce qui est un petit peu politique et puis de plaider pour des politiques qui sont inclusives. Donc, en fait, ils vont récolter de l'information, ils vont essayer de faire des recherches, de partager les bonnes pratiques, de vraiment avoir la connaissance nécessaire sur le savoir ouvert au niveau européen pour pouvoir après défendre et plaider pour des politiques inclusives. Ensuite, Spark Europe a aussi un rôle de coordination. La fondation rassemble et collabore avec une diversité de parties prenantes, donc autant des bibliothécaires que des politiciens, des preneurs de décision ou des éditeurs pour faire avancer la science ouverte. Et le dernier axe, c'est plutôt une protection de la science ouverte et de l'éducation ouverte
et elle promouvoit des modèles durables à long terme. Donc, vous avez peut-être entendu parler de SCOS, qui est vraiment une initiative pour promouvoir des initiatives et permettre la pérennisation de certaines infrastructures ouvertes. Donc, comment ça marche en fait, Spark Europe? Déjà, il y a le financement, donc c'est des dons, des subventions, des bailleurs de fonds, mais il y a aussi des contributions annuelles par les institutions. Et donc, les institutions qui contribuent à Spark Europe peuvent proposer des candidats pour participer au comité de pilotage. Et ce comité de pilotage accompagne la directrice, qui est actuellement Vanessa Proudman, pour développer finalement des projets, des infrastructures, de la coordination et des événements. Donc en fait, Vanessa Proudman est vraiment un peu partout. Elle développe des projets, elle est dans plusieurs projets et c'est le comité de pilotage qui l'accompagne dans ses tâches. Et en fait, tout ça, à la différence de l'IBER, il n'y a pas de groupe de travail ou des task force, mais en fait, c'est Vanessa Proudman et son comité de pilotage, donc Spark Europe, qui joue le rôle de connaissance collective sur l'open science et l'éducation en Europe. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis dans la présentation un peu les différentes tâches qu'ont réalisées Spark Europe durant l'année 2024. Donc, comme je l'ai dit, en fait, une contribution à Spark Europe, c'est pas pouvoir participer à des groupes de travail ou faire donner des formations, mais c'est vraiment à travers le travail que Spark Europe, c'est soutenir la progression de l'ouverture du savoir en Europe. Donc, c'est permettre à Spark Europe de mener son travail et de soutenir des initiatives, mais c'est aussi avoir la possibilité de proposer un membre, de proposer quelqu'un pour faire partie du comité de pilotage de Spark Europe ou faire partie du conseil de SCOS. Finalement, c'est aussi une manière de soutenir, en fait, c'est vraiment le modèle diamant. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est une connaissance qui est amenée, c'est vraiment toute une connaissance qui est rassemblée au même endroit. Donc, en fait, c'est vraiment soutenir tous les résultats qui sont obtenus, toutes les tendances, et puis aussi pouvoir participer à un webinaire annuel. Et donc, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur comment joindre Spark Europe et surtout connaître les prix d'adhésion, je vous suggère de consulter cette adresse mail. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. C'est juste une brève vision de comment fonctionne Spark Europe. Je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Aurélie. Pour le moment, je vois qu'il n'y a aucune question, donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat. Et si toutefois il n'y en a pas, on pourra passer à la présentation suivante. Alors, pour la présentation suivante, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, Marc Martinez a eu un empêchement de dernière minute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter For You For All avec les éléments qu'il a pu me donner, mais que j'ai pu aussi récupérer à travers une présentation à l'ENSID. Donc, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, la collègue, que je reprenne ces slides, enfin, son diaporama là, très rapidement pour pouvoir vous donner quelques éléments. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les alliances européennes? Première chose, les universités
au niveau de l'Europe, entendu comme le Conseil de l'Europe, donc la Russie, se sont rassemblés pour former des réseaux, des alliances, ce qu'on appelle les universités européennes. D'accord ? Donc, on a des alliances universitaires européennes qui sont définies par la Commission européenne comme des alliances transnationales d'établissements d'enseignement supérieur développant une coopération institutionnelle et stratégique de long terme, fondée sur des valeurs et principes partagés et visant à atteindre une coopération durable. Bon, c'est-à-dire que on va regrouper aujourd'hui jusqu'à 64, former jusqu'à 64 alliances européennes. Il y a presque 450 établissements qui sont concernés, 35 pays dont les 27 pays membres, puisqu'on peut avoir d'autres partenaires, plus de 1700 partenaires associés. Dedans, il y a une trentaine d'universités ukrainiennes et on a plus de 50 établissements français répartis dans presque 50 alliances. Bon, donc c'est beaucoup. En 2021, puis 2020, puis 2022, il y a eu 3 appels successifs aux universités d'Europe pour former ces alliances. Certaines se sont rassemblées sous des thématiques. Par exemple, il y a une alliance qui s'appelle Neurotech. On voit bien l'enjeu, notamment à long terme. Bon, c'est d'aller décrocher des appels à projets, de pousser des sujets liés à ces thématiques-là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus qui ont une approche beaucoup plus humaniste ou plus générale qu'une cible niche. Par exemple, il y a des alliances qui s'appellent Civis, Civica. On voit que là, on a des regroupements qui sont souvent à travers un prisme SHS ou qui répondent à une des missions, en tout cas en France, des universités, qui est de transmettre des valeurs humanistes. D'autres, enfin, sont montés de manière un petit peu moins coordonnée, peut-être. Certaines sont montées sur des programmes numériques. D'autres sont montées sur des approches transnationales ou transfrontalières. D'accord ? En 2023, il y a eu un appel subséquent. Donc là, c'était à peu près les chiffres que je vous donnais. Et en 2024, donc, on est passé aux 64 alliances. A priori, il n'y aura plus d'appels, ou en tout cas pas tout de suite. Et sur 2026-2027, dans le cadre d'Erasmus+ et des programmes, on va rentrer dans des programmes de financement pour 2 années supplémentaires. Il y a un projet de programme de la Commission européenne pour 2028-2034 pour financer pour 7 ans, avec une évaluation à mi-parcours, ces alliances basées sur de la gestion de projet. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de financement ? 2021-2027, Erasmus+ donne 1,1 milliard pour ces initiatives d'universités européennes. En gros, 14,5 millions à chaque alliance sur 4 ans. Donc, ça fait quand même un joli fonds d'amorçage. C'est 3 fois plus que le montant offert pendant la phase pilote. Pour que les établissements d'enseignement supérieur français fassent partie d'une Union européenne, l'État français a apporté un soutien complémentaire à hauteur de 100 millions d'euros sur 10 ans, qui est financé sur le 3e volet du PIA, vous savez, le programme d'investissement d'avenir. Donc, il y a quand même de l'argent là-dedans pour créer des communautés. Un des gros sujets liés à Bologne, au manifeste de Bologne, à la déclaration de Bologne, c'est d'avoir à terme un diplôme européen. Un des effets qu'on connaît bien déjà et là qui est très évident, c'est tout ce qui est mobilité personnelle, Erasmus Staff Week, mobilité d'étudiants, évidemment avec les mobilités Erasmus classiques. On a répondu à un appel à ce qu'on appelle un topical group, c'est-à-dire un groupe thématique, topic. Et je vais partager mon écran avec une petite manipulation pour essayer de le mettre en mieux avant de vous le partager. Voilà, c'est plus joli. Et maintenant, je partage mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. Voilà.
Donc, on a des communautés de pratique qui ont récupéré pour chacune 1-2 millions d'euros pour faire de l'engagement de communauté au cours de thèmes précis. Et là, vous voyez bibliothèque et sciences ouvertes, avec un petit zoom, quand même, c'est plus facile pour lire. On remarque que le chair et co-chair, chose peu commune, sont 2 Français. Auparavant, on avait beaucoup de Scandinaves, de Néerlandais sur ces questions-là. Et là, on voit arriver la France avec des partenaires qu'on peut voir indiqués, donc Liber ou autres. Et on travaille sur la science ouverte, la science citoyenne, le financement diamant, la voie diamant pour l'open access et les ressources éducatives libres. Donc derrière, il y a quoi? Il y a les recommandations UNESCO de 2019 et 2021 sur la science ouverte et les ressources éducatives libres, par exemple, puisqu'on sait que les bibliothèques s'en sont emparées et que, ma foi, elles le font plutôt bien. Donc là, on en est tout au début, les ateliers n'ont pas encore commencé, c'est un petit peu long à mettre en place, on va dire complexe puisqu'on a enregistré à mettre en place, mais parfaitement intéressant. Et je pense qu'on aura différentes occasions d'en discuter, peut-être avec vos questions. Je regarde si on a des questions. Il n'y a pas encore de questions. Je ne sais pas, peut-être qu'elles vont arriver, mais pour le moment... Si les collègues ne savent pas dans quelle alliance ils sont, je les invite à poser la question et puis je répondrai au fur et à mesure le temps de chercher dans les tableaux. Mais c'est une bonne question à se poser, hein, ceci dit. C'est ça. Donc, n'hésitez pas parce qu'on est relativement en avance sur le programme qu'on s'était fixé. Donc, si vous avez des questions sur la présentation, donc Cécile vient d'improviser, et merci beaucoup Cécile, ou sur les présentations qu'on a pu faire, enfin, qui ont été faites juste avant, on peut prendre un peu de temps si vous avez des questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et si jamais elles vous viennent après, on aura aussi le temps de la table ronde pour répondre à d'éventuelles questions que vous pourriez avoir. Alors, je sais que c'est toujours un peu long le temps de taper, donc on préfère prendre un petit silence et puis vous laisser le temps de formuler. Et s'il y en a qui veulent intervenir directement pour faire un retour d'expérience, soit sur Liber, soit sur Spark Europe, soit sur For You For All, mais de manière hyper factuelle, hein, avant la table ronde, pour nourrir la table ronde, c'est le bon moment pour demander à monter sur scène. Oui. On voit les collègues qui tapent là. Okay. Absolument. Peut-être que ce qu'on peut faire en attendant que les questions arrivent, c'est déjà inviter Cécile à nous rejoindre sur scène. Mm-hmm. Oui. Et je prendrai les questions directement dans le chat pour For You For All. Je vais répondre directement en mettant la liste. Je pense que ça va être des petites questions où ce sera plus simple de répondre par lien plutôt qu'oralement. Très bien. Ça marche. Merci, Cécile. Eh bien, Cécile, avant peut-être de faire un retour, je vais prendre 2 minutes pour présenter les bourses, enfin le programme de bourse du CFIBD, si ça vous va. Donc pour ça, je vais partager. Hop là. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. Cécile, est-ce que tu peux me confirmer? Oui, alors on ne voit pas toutes les vignettes de l'actualité. Oui, mais parce que mon écran est un petit écran. Mais c'est très bien. Donc, là, c'est très bien, on voit bien l'arborescence du site. Ouais. C'est parfait, c'était ce qui était voulu. Donc l'idée, c'était de vous amener sur la page d'accueil du site du CFIBD pour vous indiquer que les différentes informations sur les bourses que peut offrir le CFIBD sont dans bourses et boursiers au niveau des bourses. Et donc vous avez d'abord les informations sur les bourses qu'on a pu offrir cette année. Et si vous descendez un petit peu, vous aurez les informations générales liées à nos bourses. Donc les conditions d'attribution des bourses, mais aussi les différents calendriers
le calendrier est mis à jour chaque année en fonction des dates des différents congrès, mais aussi les indications de montant des bourses et le nombre de candidats retenus. Donc, à titre d'exemple, en 2025, on a proposé des bourses pour le congrès EBIDA, le congrès Liber, l'école d'été de l'IFBD et le congrès de l'IFLA. Et pour chacune de ces offres de bourse, vous pouvez retrouver plus d'informations tout simplement en allant un peu plus bas et en cliquant sur « En savoir plus », qui va vous permettre d'avoir toutes les informations qui sont vraiment liées à la bourse que vous avez, sur laquelle vous posez des questions, savoir à qui est ouvert, pour qui est ouvert l'appel, le nombre de bourses qui sont proposées, par qui est-ce qu'elles sont financées, parce qu'elles ne sont pas toujours financées uniquement par le CFUBD, comme vous pouvez le voir pour l'IFLA. On a des bourses en lien avec la BPI, notamment. Et voilà, après des informations sur le congrès en lui-même. Et enfin, les conditions d'obtention des bourses, avec par la suite les différentes modalités qui peuvent s'appliquer. Et pour terminer, vous avez un bouton pour demander une bourse IFLA qui va vous amener sur le formulaire de demande de bourse, qui est un formulaire qui est, ma foi, très classique. Et je ne sais pas s'il est encore accessible. Il est encore accessible, donc c'est parfait, avec voilà, des informations sur la personne que vous êtes, sur votre profession, mais aussi sur est-ce que vous avez déjà participé à des congrès, est-ce que vous faites partie d'associations, une ou plusieurs. Et la chose vraiment la plus importante sera la motivation de votre candidature, qui est la chose qui va permettre vraiment, nous, après, en tant que bureau de l'association, de choisir qui sont les personnes à qui on va pouvoir on va décider de donner une bourse. Ça se fera essentiellement sur la motivation de votre candidature. Et une fois que cela est dit, je pense avoir fait rapidement le tour. Comme le disait Philippe en introduction, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter directement au CFIBD, même hors calendrier des bourses. On sera heureux de vous répondre dans la mesure du possible et dès que possible. Ceci étant dit, je vous laisse la parole, Cécile. Oui, en fait, voilà, je voulais faire un retour sur comment ça s'est passé. Puis évidemment, si vous avez des questions à me poser, on va être dans le concret. Donc moi, j'ai eu le plaisir d'avoir un retour favorable sur l'attribution d'une bourse. Et en parallèle, en fait, j'avais aussi soumis une proposition de contribution de présentation à l'IBER qui avait été retenue sous forme de poster. Pour présenter donc le Learning Center de l'Université Marie et Louis Pasteur, et en termes de services. Concrètement, alors du coup, le dépôt des candidatures s'est plutôt passé en fin d'année dernière, et ça s'est passé sous forme de lettres, une courte lettre de motivation pour expliquer le projet, de quoi il était question. Donc forcément, là, on était plutôt question de présenter les services et puis tout le travail qui avait été en amont. Et également en partenariat avec... avec les gens qui on travaille, sachant que le congrès cette année Libers, la thématique c'était Engage, Collaborate, Innovate. Donc il était quand même essentiellement, pour ma part, question de partenariat. Donc le dépôt fin d'année, et puis j'ai eu une réponse au mois de mars, au printemps, un petit peu avant les inscriptions. Donc ça s'est très bien passé. Et puis sur place, en fait, on a assisté à différentes sur le contenu. Voilà, si vous avez des questions après sur le contenu des journées en elles-mêmes, on pourra y revenir. Mais on était toutes les deux avec Estelle Meunier à être boursière du CFIBD, donc elle a
fait le même parcours que moi pour présenter. Et on a, voilà, le pendant de l'obtention de la bourse, c'est aussi de faire un retour en termes de rapport. Et en termes de rapport, voilà, on a pas mal échangé aussi avec Cécile, savoir si, voilà, sous quelle forme on pouvait présenter pour avoir quelque chose de synthétique et, si possible, voilà, qui se lit rapidement, pas ennuyeux. Et donc, avec Estelle, on a écrit quelque chose voilà, qui est affiché actuellement, d'assez synthétique, pour que ce soit plus sous forme de pense-bête, et puis voilà, des infos les plus percutantes. Et à demain. Donc voilà le court rapport qu'on a présenté voilà, à l'association. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Dans voilà, courant dans le déroulement des journées Libère, hein, les deux stars des sujets, c'était évidemment l'intelligence artificielle et puis l'open source. Sur l'IA, en fait, voilà, il y a eu des interventions que je dirais plus ou moins pratiques, plus ou moins intéressantes. Je ne sais pas si vous voulez que j'aborde le sujet ou si on attend les questions, mais voilà. Fanny, je ne sais pas si vous êtes là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le contenu. Vous voulez qu'on parle un petit peu voilà, de ce qui nous a frappé. Cécile Zviatek Assafier qui demande si c'est facile de monter une candidature pour une bourse. Pas de difficulté particulière du tout. C'était un simple... une lettre de candidature, une lettre de motivation. Donc, voilà, il n'y avait pas de difficulté majeure dans la démarche. Oui. Alors, pas d'autres questions pour le moment, mais peut-être qu'elles arriveront. Je vais... hop. Donc, Cécile est en train de taper. On va attendre. Ah. Se demande si on parle peu anglais et si on est débutant. Il faut bien qu'on les pose, ces questions. Oui, c'est vrai, Cécile. Alors, très sincèrement, c'est quand même intense. C'est quand même intense. Pendant plusieurs journées pour des francophones que nous sommes. C'est quand même intense, faut quand même être mobilisé. Il y a des interventions plus ou moins faciles, très sincèrement, plus ou moins faciles à suivre. À cause du coup de l'anglais et de la compréhension. Avec un anglais, voilà, anglais grand débutant, je pense que c'est très sincèrement très compliqué. Voilà. Okay. Et on ressort quand même un petit peu fatigué avec un retour d'expérience qui vaut le coup, qui est sensationnel. Voilà. Donc, plus de retour que d'investissement. Enfin, un bon retour sur investissement. Un énorme retour sur investissement. Même si on est, entre guillemets, quelque part consommateur d'informations et qu'on attend, voilà, plus d'informations qu'on va en pousser. À quoi ça m'a servi dans ma BU ou dans mon université? Alors, pour l'instant, c'est en termes de pistes, mais est-ce qu'en interne, on aura l'occasion de parler des formations à l'IA? Je pense qu'à un moment, ça peut collectivement, voilà, nous pousser à avancer dans cette question-là. On a dans les... Je sais pas si on a Hélène, ma directrice, qui nous écoute. Ça peut nous donner des pistes de compléments de formation. C'est justement là aussi là-dessus que je voulais en parler. Quelle est la place qui a été tenue? Évidemment, l'IA, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu pas mal d'interventions. Je ne sais pas de son côté le ressenti que Cécile a eu sur les interventions, si elle en a suivi.
Il y a eu beaucoup de généralités. Il y a eu des interventions pratiques, une ou deux interventions pratiques où là, l'IA a été montrée comme un outil qui peut être très utile en rétroconversion, donc sur des choses qui ne sont pas du tout novatrices en termes de sujet, mais qui peuvent être plus qu'intéressantes, hein, notamment. Donc là, je pensais aux collègues. Attention, j'ai une petite feuille une feuille de pompe. La KB National Library aux Pays-Bas qui a mis en place un rétro-tool qui est quelque chose un peu, un peu un mix entre l'OCR et l'IA. Bon, ce genre de choses. Pareil, mais sur la formation de nos usagers, il y a eu en revanche très peu de choses. Et par contre, beaucoup d'informations très générales. Donc là, c'est vrai que c'est difficile d'en sortir avec quelque chose de très concret. On en revient plutôt avec une réflexion générale sur effectivement la remise totale en question de ne plus se fier que ce qu'on lit, que ce qu'on... Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on partage tous actuellement. Par contre, ce que je souhaitais mentionner, c'était l'intervention assez intéressante et pratique pour le coup de Léo Lo, qui est un collègue de l'Université du Nouveau-Mexique aux États-Unis, qui portait sur un programme de formation des usagers à ChatGPT 4. Donc, formation ouverte aux étudiants, mais aussi, si j'ai bien compris, aux usagers, hein, en dehors de nos cercles d'étudiants. Alors, il y avait une précédente, pardon, je fais un tout petit rétropédalage. Il y a eu une intervention des collègues de l'AKU de Leuven en Belgique qui avait souligné l'importance, qui était quand même restée générale, hein, pour le coup, de la formation aux compétences informationnelles, donc bouleversée un peu par l'arrivée de l'IA, qui soulignait vraiment l'extrême nécessité de la collaboration interunité au sein des universités, bibliothécaires, ingénieurs pédas, et puis participants aux services de recherche, que ce soit des recherches internes ou externes au réseau des bibliothèques. Donc, voilà, nécessaire imbrication de ces compétences-là. Et Léo Lo de l'Université du Nouveau-Mexique revient sur cette nécessité, enfin, il illustre et il nous dit deux choses, hein, donc, absolue nécessité de collaborer parce que nous, on a des compétences, informationnelles, bien évidemment, mais techniques, il faut qu'on s'appuie aussi sur d'autres compétences des collègues, du côté des ingénieurs pédas. Deux choses pratiques qui étaient intéressantes et qu'il a souligné, c'est les souscriptions nécessaires aux outils complets, donc aux abonnements payants de ces outils, ChatGPT, etc., qui en général, donc ils ont l'air assez avancés là-dessus. Et par contre, il souligne que les institutions en elles-mêmes n'ont pas encore souscrit les abonnements comme on le fait depuis très très longtemps là, sur les différentes ressources électroniques. Et donc du coup, c'est les collègues à titre individuel qui souscrivent des abonnements individuels et non gratuits, donc avec des options qui sont beaucoup moins avancées évidemment. Et donc la nécessité pour faire des formations à nos usagers qui soient vraiment complètes, souscrire des abonnements payants. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Ce sont des formations qui sont inscrites dans les cursus. Donc, on revient sur des questions qu'on connaît bien. Et il souligne aussi une nécessité, même si c'est enfoncer les portes ouvertes, mais ça nous fait du bien de l'entendre, absolue nécessité aux futurs formateurs de se dégager du temps, dans son propre plein du temps, de se débloquer un temps pour l'auto-formation. Et ça, vraiment, si on est partant là-dessus,
vraiment, on est tous précipités dans notre quotidien, la tête dans le guidon. Outre-Atlantique, ils disent la même chose, mais attention, voilà, un temps de pause, on s'approprie et on se bloque vraiment du temps de... Donc, j'ai trouvé que c'était voilà, très pratique et puis intéressant ce retour qui reste un peu à la marge par rapport à ce qu'on a entendu. Et les autres présentations sur l'IA sont restées assez générales, même si très intéressantes. Hein. Merci beaucoup, Cécile. Pour tout ça, on a une première question de Priscilla qui demande si vous avez dû faire un retour d'expérience de votre établissement suite à cette participation. Alors, on n'a pas eu le temps d'organiser un retour sur site. Une fois revenu, mais je pense qu'on prendra le temps. Oui, voilà, c'est plus de l'ordre de la volonté de vos collègues et de votre hiérarchie. Ce n'est pas une obligation pour vous parce que vous avez participé. Non, ce n'est pas du tout ça. Puis je pense qu'il y a d'autres collègues aussi qui sont intéressés en interne, donc naturellement, on va prendre le bénéfice de tout ça. Cette année, on a eu, voilà, on a pas mal... les collègues, je parle en nom de Hélène qui intervient dans le... J'ai vu qu'elle est intervenue dans le chat tout à l'heure. On a des collègues sur un autre projet du SCD de l'université qui est la grande bibliothèque, en fait, pour lesquels en ce moment les collègues sont complètement immergés dans le projet immobilier, qui ont aussi d'autres problématiques à partager avec l'IBER. Donc là, il y a... Voilà, il y a des choses intéressantes à partager et des retours d'expérience à avoir, surtout quand on est impliqué dans des projets assez conséquents et en partenariat aussi avec la bibliothèque territoriale qui est une posture assez inédite. En termes de questions sur votre participation, on n'en a pas plus. En revanche, on a une question plutôt adressée au CFIBD. Donc, si jamais, Philippe, tu veux monter sur scène pour répondre avec moi à cette question. Merci beaucoup, Cécile. On va juste répondre à cette question et après, on pourra, j'imagine, passer à la table ronde, sauf si d'autres questions arrivent en attendant. D'accord. Eh bien, à tout à l'heure, alors. À tout de suite. Merci. La question de Baptiste est dans quelle mesure la candidature, donc à une bourse, j'imagine, doit-elle mettre en avant le lien entre le thème de la conférence et nos activités propres au sein de notre bibliothèque? Écoutez, je crois que Cécile est en train de taper. Oui, ça vaut pour toutes les bourses. Concrètement, c'est là où la lettre de motivation que vous allez nous transmettre est essentielle parce que l'idée, et j'espère être dans le juste, n'est pas d'octroyer des bourses seulement à des personnes qui ont des postes qui sont tout à fait en adéquation avec le sujet de la conférence, mais plutôt des personnes qui seraient intéressées soit de par leur mission, soit par leur activité associative, etc. Donc, Philippe, est-ce que tu veux me rejoindre pour ajouter quelque chose éventuellement? Mais donc, selon moi... Non, c'est tout à fait ça. En fait, nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est plutôt le degré d'implication, notamment si les candidats boursiers et boursières manifestent l'intention de participer à un groupe de travail, de se faire élire dans les instances de l'IFLA, par exemple, ou voilà. En fait, ce que nous, on essaye de voir dans les candidatures, c'est des personnes qui sont prêtes à s'impliquer un petit peu, qu'on ne fasse pas un one-shot, qu'on vous donne une bourse, que vous alliez
à une conférence et puis qu'après vous ne repartissiez pas du tout à la vie de l'organisation de la conférence de laquelle vous allez. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, que ce soit en lien direct avec votre poste ou que ce soit un intérêt personnel, dans une perspective d'évolution professionnelle, à la limite, moi, je trouve ça moins important que votre implication en disant, voilà, j'aimerais participer à ce groupe de travail et y contribuer effectivement. C'est plutôt ça que moi, je privilégierais dans l'approche des candidatures. Oui. Cécile demande si c'est mieux si on prévoit un poster ou une présentation. Alors, c'est sûr que... Bien sûr, oui, c'est déjà une preuve d'implication. Oui. Candidature avec un poster ou une présentation sera forcément prioritaire parce que ça prouve votre... Voilà, comme le disait Philippe, ça prouve votre implication. De rien, Baptiste. Et s'il n'y a pas d'autres questions, et puis s'il y en a d'autres, on pourra toujours les voir pendant la table ronde. Je vais inviter nos intervenantes à me rejoindre, à monter sur scène pour commencer la table ronde. Eh bien, merci à tout le monde. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. C'est absolument le moment pour le faire. Mais on a préparé quelques questions à vous poser, donc je vais me lancer. Alors, je vais peut-être pas poser les questions de For You For All. On va peut-être éviter ce sujet. Donc, j'ai une première question qui pourrait s'adresser à tout le monde, mais peut-être en particulier pour Spark Europe et donc vous, Aurélie Terrier. Donc, c'est un peu long, mais n'hésitez pas, je pourrais toujours la répéter ou l'écrire dans le chat si jamais. C'est sur la qualité, la profondeur et les accès libres et ouverts des publications et des résultats de la recherche qui exigent des financements pour monter, maintenir et développer et faire évoluer les infrastructures et les services liés. Donc la question, c'est comment est-ce que vous concevez l'avenir en termes de diversité et de fiabilité de ces sources de financement de la recherche publique? Oui, alors c'est vrai que c'est une question compliquée, mais nous, je ne sais pas trop où vous en êtes en France, mais nous, en tout cas à l'Université de Lausanne, on a vraiment ces éditeurs qui monopolisent et les budgets et la publication de la science. Donc, pour ces infrastructures, c'est vrai que comme ils fonctionnent avec moins d'argent, ils ont besoin de subventions, mais nous, on a commencé à les soutenir, en fait, à les intégrer dans notre budget et à commencer à soutenir toutes les ressources qui sont importantes pour la communauté universitaire de Lausanne. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on est dans un tournant un petit peu. Il y a eu vraiment toutes ces licences, ces big deals avec les gros éditeurs. Il y a eu vraiment un tournant avec ces gros éditeurs, mais qui n'a pas abouti finalement à ce qu'on voulait par rapport à la science ouverte, où ça coûte quand même toujours très cher. Donc pour moi, pour un peu contrer, parce qu'ils commencent à prendre un petit peu le monopole, vu que ça coûte tellement cher, on a bientôt plus d'argent pour acheter autre chose que ces licences avec les gros éditeurs. Donc là, on commence les preneurs de décision commencent à réaliser que c'est quand même, ça commence à avoir des prix qui sont complètement exagérés. En Suisse, nous, ce qu'on a pas eu ces dernières années, c'est des contraintes budgétaires. On pouvait toujours rajouter. Et puis là, on est face aux contraintes budgétaires. Donc, je pense que dans d'autres pays, c'est pas le même luxe que ce qu'on a en Suisse. Mais là, on commence à se poser la question. Et en fait, si on veut de la science ouverte de qualité, on doit soutenir ces petits éditeurs qui sont qui
propose la voie diamant et qui sont aussi importants pour nos chercheurs. Donc, moi, je pense que j'ai beaucoup d'espoir que la voie diamant va prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on a des contraintes budgétaires, ça coûte moins cher. Et puis, c'est aussi important, en tant que bibliothécaire, de se poser la question, quelles ressources sont vraiment importantes pour nos chercheurs. Et puis, on a envie de continuer de les maintenir. Donc oui, effectivement, Cécile a parlé de Spark, de SCOS, mais il y a énormément de petites revues, de petits éditeurs qui développent des modèles diamants. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps et de partir là-dedans. Donc, j'ai beaucoup d'espoir de mon côté. Oui, en effet. On a Philippe dans le chat qui propose de rappeler pour tout le monde ce qu'est la voie diamant. Et c'est vrai que... Oui, pardon. Alors, la voie diamant, en fait, les éditeurs en général sont plutôt financés soit par des universités, des institutions ou des organisations à but non lucratif. Et c'est des revues ou des modèles où on peut publier. En fait, il n'y a pas de frais de publication et il n'y a pas de frais pour les lire. Donc, en fait, c'est vraiment des subventions ou des aides au sein des universités qui permettent à ces éditeurs de vivre. Merci pour cette précision. Pardon. Écoutez, je vais continuer avec ma liste de questions, sauf si Cécile ou Cécile, vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, on peut peut-être indiquer que, si ça met un peu de contexte pour Spark Europe, si j'ai bien compris, il y a ce monitoring de la science ouverte qui sort là avec l'initiative OSMI de l'UNESCO. Je vais vous mettre un truc dans le chat si vous voulez. Spark Europe coordonne la chose. En France, il y a une personne très active dedans, qui est la coordinatrice théorique de l'OSMI, c'est Laetitia Bracco de l'Université de Lorraine. Comment est-ce que ça s'articule tout ça? Parce que Spark Europe fait des levées de fonds, soutient des infras, participe au monitoring. J'ai l'impression que Spark Europe, c'est un accélérateur de politique, en fait. Je ne sais pas trop comment tu le vois, toi, Aurélie. C'est vraiment, en fait, je pense que ce que Spark Europe fait, c'est vraiment amener, en fait, non seulement ils amènent la connaissance, il y a quand même des rapports, il y a le rapport Diamas aussi, qui a un énorme rapport avec, par exemple, tout le modèle diamant, mais en fait, ils amènent la connaissance. Mais ils ont aussi, en fait, l'éligibilité, d'une certaine manière, d'influencer les politiques. Donc ils peuvent prendre avec la connaissance que Spark Europe a, la Fondation a la compétence de pousser un petit peu les politiques ou d'influencer la politique c'est, comme je l'ai dit dans mon titre, c'est vraiment une voie collective, en fait. Grâce à la connaissance qu'elle amène, grâce aux liens qu'elle fait, ça permet aussi de travailler ensemble, en fait. C'est pas chacun travaille dans son coin, mais c'est vraiment de rassembler le monde pour un même objectif. Je trouve ça assez sympa parce que quand on compare... For You For All, c'est une alliance d'établissements, c'est un peu différent, mais là, sur du réseau, si on compare Liber et Spark Europe, vous imaginez bien qu'ils se parlent et ils se parlent également avec l'IFLA pour une raison déjà toute simple, c'est qu'ils sont exactement dans le même bâtiment et je crois au même étage, à la KB à La Haye, qui est une ville où on rassemble autour d'un centre. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque nationale qui accueille, qui héberge, et ça a un coût, toutes ces choses-là. Parce que nous, on a une bibliothèque nationale, mais on héberge peut-être d'autres choses, j'ignore, mais en tout cas, les réseaux comme ça sont hébergés à La Haye. Donc, bref, ils se parlent de cette manière-là, mais il y a aussi pas mal d'échanges pour pouvoir avoir d'un côté un Spark Europe qui est une voile hyper légère, qui va comme ça animer des politiques, créer des politiques, soutenir des politiques. Par exemple, Vanessa Pandman, dont on parlait tout à l'heure, elle anime le secrétariat du CONOSC. C'est tous les pays qui ont un plan sciences ouvertes. Okay, donc, il y a derrière la chose là qui tourne et on prend nos abonnements
mais il n'y a pas de groupe de travail. Alors que Liber, on prend un abonnement qui est beaucoup plus cher, ça c'est clair et net, mais où il y a du groupe de travail et de l'animation de communauté. Et je trouve ça assez intéressant pour les collègues de se dire, si j'ai envie de faire partie d'une communauté de pratique, je ne vais pas vers Spark Europe. Par contre, si je veux soutenir sans avoir à fournir de travail, si je veux soutenir ces politiques-là et continuer à mettre les bibliothèques à l'ordre du jour des grandes questions européennes, je vais sur Consortium Manager et je tape, mais je ne sais plus combien, c'est 840 €, je crois, un truc comme ça, max. Et puis, on peut monter de toute façon sur les soutiens. Oui, c'est vrai, quand il y avait Christiane, la BNF a longtemps hébergé un programme de l'IFLA. Qu'est-ce que c'est le programme PAC de l'IFLA? Preservation and Conservation, si je ne me trompe pas. Logique. Très bien, merci pour tout ça. Et du coup, je rebondis donc sur ces questions un peu, notamment financières, parce qu'on est dans un contexte avec un développement du numérique, mais avec une crise financière aussi. Et donc, la question, ça serait, qu'en est-il des libertés académiques dans ce monde académique en profonde mutation? Et est-ce que vous seriez en mesure de nous parler de votre vision de l'avenir sur ce sujet, vision à court ou à moyen terme? Et pour le coup, je m'adresse à tout le monde de toute manière. Si l'une de vous se sent de commencer. Bon, moi, je reste toujours dans mon même discours. Je pense que je me répète toujours et puis je vais rester là-dedans. C'est que pour l'instant, j'ai l'impression que si on met de plus en plus d'argent dans ces grosses licences avec ces gros éditeurs, on n'aura plus tellement d'argent pour payer d'autres publications ailleurs. Donc, pour moi, c'est la liberté académique. C'est aussi par ce biais-là, en fait. Est-ce qu'ils ont le choix de publier partout? Est-ce qu'ils veulent publier ou est-ce qu'ils ne sont pas influencés chez certains éditeurs et aussi certains messages, parce qu'il y a certains messages qui sont plus acceptés dans certains domaines. Enfin, voilà, ils sont tous un petit peu aussi un petit peu dirigés. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est important. De nouveau, avec Spark Europe, il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi il y a aussi la conservation des droits d'auteur. Il y a des rapports qui ont été faits qui conseillent aux chercheurs comment faire pour pouvoir conserver leurs droits d'auteur. Donc je pense que la liberté avec ces contraintes budgétaires, elle peut être réduite, mais justement, Spark Europe est un moyen aussi, en fait, les projets qui sont développés dans le cadre de Spark Europe sont aussi des moyens de contrer, en fait, cette monopolisation, en fait, de ces gros éditeurs. Donc, moi, c'est plus ou moins mon avis par rapport à ça. Merci. Cécile. Si vous voulez, moi je peux, alors je me permets parce que c'est moi qui ai produit la ressource, je peux vous partager quelques diapos, alors certaines l'ont déjà vu, d'une formation à l'ENSIP sur le soutien aux infrastructures en faveur de la science ouverte pour voir justement un petit peu, je ne sais pas si on s'éloigne du sujet en fait ou pas, pour voir un petit peu quels sont les enjeux derrière et les critères. Vous me dites si... On peut peut-être regarder rapidement et pour être sûr de pas trop s'éloigner. Quand ça vous saoule, on coupera ce passage. Et je dis, c'est l'occasion, vu que là, on est sur une discussion. Et les collègues, franchement, n'hésitez pas à venir sur scène directement. Donc, je partage. Donc, ça, c'est les chiffres SGBU pour vous montrer comme c'est bien caché par rapport aux
ressources électroniques. Et là, a priori, à partir de cette année, ça va remonter. Il y a eu des demandes par Couperin et par des établissements pour faire remonter ces autres dépenses et les aligner sur les indicateurs clés. Donc moi, j'invite vraiment les collègues en France à remplir les dépenses de soutien à la science ouverte de manière sérieuse pour qu'on puisse vraiment voir comment est-ce qu'on fait cet équilibre entre science ouverte et licence à titre onéreux. Je passe les infrananana, pardon, c'est le... Voilà. Et je vous montre quelques exemples. Ça vient de leur site web, donc je pense que les collègues ne m'en voudront pas vu que c'est publié sur le web. Des exemples de mise en balance entre les enjeux financiers qu'on a et les gros éditeurs et le fait de réorienter de l'argent sur des infra-SO en Lorraine depuis 2023 et c'est le cas aussi en 2024. Des abonnements Wiley, mis en ligne, 134 000 €, 7% des ressources électroniques, licence nationale Elsevier incluse, on a des clés de répartition, mise sur la science ouverte, avec des outils d'aide à la décision pour voir les volumes. Si on désabonne Wiley, en fait, en Lorraine, il y a 80% des accès qui restent disponibles pendant plusieurs années pour les communautés. Donc, ça aide à se décider. Un autre exemple, c'est Sheffield. Alors, eux, ils ont carrément en Angleterre ça, je l'ai appris par Libère, en fait. Ils ont carrément une stratégie complète au niveau de l'université à laquelle participe et que porte la bibliothèque sur les infras, justement, pour transformer tout ce qui est communication scientifique, communication académique, en le passant vers de l'open access full text, idéalement. Et ils utilisent ce qu'ils appellent le use of influence, c'est-à-dire on est une grosse université, on a pignon sur rue, et on va utiliser ouvertement et sans complexe notre influence pour dire et faire savoir qu'on veut basculer de plus en plus vers des modèles en open access. Voilà, alors il y a d'autres exemples, il n'y a pas que la Lorraine, il n'y a pas que Sheffield, mais l'idée c'est d'avoir un petit exemple aujourd'hui qui vient notamment grâce au partage et au réseautage qu'on peut avoir au niveau européen. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Cécile, pour cette petite présentation. Du coup, j'ai une autre question qui me semble faire la suite, parce que dans ce contexte actuel, est-ce que vous pensez que la science ouverte, elle est destinée à se développer en Europe ou si elle doit se préparer plutôt à se défendre ou à ce qui pourrait y arriver? Pardon, je lisais dans le chat, on a une question à laquelle on répondra juste après. Le truc, la question que tu poses, elle est cruciale. On voit bien qu'avec les évolutions, les actualités à la fois géopolitiques des deux côtés de l'Europe, la situation assez intéressante en Europe avec des élections dans des pays qui ne sont pas si loin à l'Est récemment, puis on va voir ce qui se passe chez nous. Bref, voilà. On peut vraiment se poser des questions sur les relations qu'on va avoir avec d'autres continents. Quel va être le repli qui ne va pas être juste un repli de souveraineté vertueux, mais peut-être un repli de souveraineté de défense. Voilà. On a ces questions-là qui se posent géopolitiques. On a des questions financières aussi, d'où vient l'argent. On a des questions technologiques qui vont se poser. Où sont gardées les données des bases de données qu'on utilise? Est-ce qu'on a des miroirs en Europe si c'est des bases de données canadiennes qui sont hébergées aux États-Unis? Voilà. On a tous ces grands enjeux qui arrivent et sur lesquels il faut se questionner. Et d'ailleurs, j'ai oublié ta question qui était les enjeux de la science ouverte. Et un dernier élément, c'est que vous avez peut-être vu passer sur les listes des échanges sur ce qui s'appelle Innovation Act. Et là, très récemment, envoyé sur des listes de l'IFLA, d'autres questions sur une autre législation européenne où on peut se questionner. Innovation Act
c'est tout ce qui est innovation industrielle, mais qui peut aussi, industrielle et enseignement super recherche, mais qui peut intéresser le secteur militaire, pas pour participer, mais pour récupérer de l'information, pour l'utiliser à d'autres fins. Pourquoi pas, mais c'est une question qu'on peut se poser. Sur les données vont-elles rester aussi ouvertes et va-t-on publier de manière aussi ouverte? En tout cas, il y a un risque. Et sur la partie IFLA, Philippe, tu as levé la main à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était pour ça, sur les libertés. Non, c'était pour compléter, c'est qu'un des enjeux aussi, ça va être ce dont tu as parlé, Cécile, l'autre Cécile, c'était aussi la question de l'intelligence artificielle et du pillage des données qui servent à l'apprentissage. Et du coup, on va avoir des données scientifiques qui sont produites qui vont être produites par de la recherche publique, qui vont être exploitées commercialement sans forcément que les droits. Et ça risque aussi de créer un mouvement de repli, par protection, de vouloir replier, de mettre moins de données disponibles, de créer des conditions. Alors, je sais que j'ai entendu que dans nos domaines, la BNF est en train de réfléchir à un nouveau modèle pour que Gallica ne soit plus moissonnable comme elle a pu l'être, justement parce que Gallica se faisait piller par les modèles d'intelligence artificielle. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se réfléchir et que ça me paraissait une question qui va aussi se poser en termes de protection contre l'exploitation commerciale de données publiques, qui est aussi une trahison de la science ouverte, quelque part. Ouais, j'ai fait une petite moue là sur Gallica et sur les entraînements des IA. Moi, j'ai quand même un gros problème. Non, on est enregistré. Donc, j'ai un grand questionnement. Je remplace l'un par l'autre. J'ai un grand questionnement sur le rôle à jouer par les bibliothèques, qu'elles soient nationales, de recherche, patrimoniales de lecture publique ou d'enseignement supérieur. Le pillage de données ouvertes et publiques et sans droit d'auteur par une IA, moi je trouve que c'est une aubaine fantastique pour les citoyens. Comme ça, ce ne sera pas TikTok qui sera le fournisseur de trucs. Première considération générale. Quand c'est dans le domaine public, ce n'est pas des pillages puisque c'est domaine public. Le deuxième truc, c'est quand on veut avoir des résultats d'IA sur le web, c'est sûr que tout ce qui est corpus protégé de droits d'auteur ou autre, c'est pas exploitable. Par contre, le fait d'entraîner des IA sur des corpus fermés, pour que les IA pensent à aller chercher, s'entraînent à aller chercher dans ces corpus-là, ça me semble indispensable. C'est pas facile de chercher dans des corpus structurés en TEI, XML. C'est pas forcément comme ça que les IA vont fonctionner. Elles vont fonctionner par Large Language Models, pour la plupart d'entre elles, et pas par métadonnées descriptives, et pas par source encodée, enfin pas nécessairement. Je prends un exemple. La guerre en Angola, si on ne cherche avec des IA des résultats sur le web qu'avec des IA qui ont été entraînées exclusivement sur des corpus canadiens-américains, par exemple, eh bien forcément, il va manquer des choses. Parce que ces corpus-là, on les trouve par exemple dans les bibliothèques portugaises. Et on ne cherche pas dans des manuscrits non encodés, non numérisés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De la même manière que sur de la littérature produite uniquement sur une partie du monde avec une approche qui n'est pas forcément celle qu'il y avait à l'époque de la guerre d'Angola. Et on n'a pas les archives de base. Donc, sur l'entraînement des IA, je pense que là, on a vraiment une réflexion de fond à avoir sur ce qu'on propose comme corpus. Voilà. Je me tais parce que je suis trop bavarde. Non. Est-ce que Aurélie ou Cécile, vous voulez intervenir sur cette question? Si ce n'est pas le cas, j'ai une dernière question pour... mais je voulais... Allez-y, Aurélie. Ah, bien, j'ai mal Moi, je compris, voulais juste faire un petit retour en arrière pour rappeler, on a parlé de Zenodo tout à l'heure, j'ai mis le lien et je viens de vérifier pendant qu'on abordait les différents sujets. Ça peut vous intéresser de jeter un œil sur les différents posters
et du Libère, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que les deux grandes stars, voilà, on a beaucoup parlé d'open science aussi, et il y a de nombreux posters qui ont été faits sur le sujet qui peuvent peut-être aussi vous éclairer sur ce qui s'est fait à droite, à gauche. Et je fais un petit big up au collègue qui a remporté Nicolas Larcon, qui a eu un vote cocorico du meilleur poster. Donc, voilà, son cheval de bataille, c'est aussi la science ouverte. Et vous en retrouvez, si ce n'est tous, voilà, vous les retrouvez sous Zenodo, et c'est vraiment bien fait. Merci beaucoup, Cécile. On a le temps pour une toute dernière question avant de demander à Philippe de conclure. Et donc, parmi tout ce que... Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir et dont on pourrait parler. Malheureusement, on n'a pas tant de temps. Donc, j'aimerais clôturer cette table ronde sur la question de est-ce que vous auriez des arguments à donner aux collègues qui nous suivent, que ce soit en direct ou en replay quand ils regarderont ce replay, je l'espère, pour convaincre leurs décideurs, mais aussi leurs collègues de s'engager dans une démarche d'internationalisation, au niveau de leur bibliothèque, leur institution, ou même de soutenir les initiatives qui viennent du terrain. Voilà. Tout, j'imagine, c'est très, 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 très large comme question. Oui. Tout... Et s'il fallait avoir un conseil, disons. D'un conseil ou plutôt que voilà, d'un argument Un argument, un conseil, voilà, ce que vous aimeriez une porte transmettre. ouverte, le partage d'expérience, il n'y a rien, voilà, il y a rien qui... On revient tous d'ici ou là avec des bons points qui viennent du partage d'expérience. Que ce soit Libère, même si c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même se mobiliser sur les langues étrangères, mais ça, au niveau international, on peut pas en faire l'impasse. On a des partages d'expériences sur d'autres réseaux aussi qui sont fabuleux, au-delà du cercle d'aujourd'hui. J'ai eu la grande chance d'être invitée dans le cadre des bibliothèques allemandes du BID, qui sont qui retrouvent à la fois des bibliothèques universitaires et bibliothèques territoriales. Et ça, c'est super, puisque effectivement, on a des dimensions complètement différentes. Et sur les sujets qui nous préoccupent sur le montage du Learning Center et d'ouvrir aussi sur de nouveaux services, on a des retours de bibliothèques étrangères qui ont des tout petits moyens, qui sont des toutes petites structures et qui font des trucs mais absolument fabuleux. Par exemple, des bibliothèques tchèques qui ont lancé l'équivalent de tout petits Fab Lab dans le cadre d'une bibliothèque municipale. Et quand on a au niveau international, on a quand même des remontées aussi de petites structures qui ne doivent pas être timides et puis faire part de ce qu'elles ont à dire. Parce que franchement, on est quand même assez estomaqué quand une petite bibliothèque tchèque avec 3 personnes monte des trucs fabuleux, avec beaucoup d'ateliers très, très dynamiques et beaucoup de scolaires reçus. N'ont pas à rougir et puis à montrer ce qu'elles font avec des moyens humains et financiers qui sont limités. Voilà. D'accord. Et ça permet, ça c'est un tout petit exemple, et on en a tous plein des exemples comme ça. Merci beaucoup, Cécile. Aurélie, Cécile, est-ce que vous auriez quelque chose à apporter pour conclure cette table ronde? Moi, je rejoins Cécile pour le retour d'expérience, en fait, aussi de faire partie de ces réseaux. En fait, on apprend beaucoup plus. Des fois, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de suivre tout ce qui se passe. Donc, en fait, ça permet aussi d'avoir un suivi par des échanges, par des discussions. Donc, c'est vraiment aller chercher... faire partie
du comité de pilotage de Spark Europe, c'est aussi avoir une connaissance sur sur le système politique en fait européen. Nous, on n'est pas tellement au niveau européen, on n'est pas tellement soumis en Suisse soumis au règlement, mais ça donne une bonne visibilité des choses en fait, de comment sont structurées les différentes organisations. Enfin, c'est quand même un système très complexe, donc c'est aussi de la connaissance à ce niveau-là. Merci beaucoup. Cécile, un mot pour conclure, avant de laisser la parole à Philippe. Moi, ma conclusion, c'est, comme il disait, engagez-vous, engagez-vous. Hein. Alors, j'aime bien Astérix, mais j'aime bien aussi les réseaux. Qu'on soit membre ou pas membre, suivre ses actus, tenir au courant, rester un petit peu dans un contexte qui est un peu plus large que le contexte uniquement francophone et notamment français. Ça nous oblige à penser différemment la manière dont on travaille et notre relation à la société et aux grands enjeux qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà. Rien que ça, je trouve que c'est sympa. Et alors là, en tant que vraiment Libère, je pense qu'on est ravis d'être là aujourd'hui. Marc, lui, il le regrette de ne pas pouvoir être là pour For You For All, mais ça fait une petite fenêtre quand même pour dire qu'il y a des réseaux qui sont complémentaires. Sur des mêmes sujets, c'est comme un kaléidoscope, hein, c'est les mêmes objets mais vus différemment. Et ça permet d'avoir une vision un petit peu plus stratégique, de comparer avec d'autres. Et ça n'a pas de prix. Enfin, c'est plutôt ça. Merci beaucoup. Merci à toutes pour vos présentations, vos réponses, à tout le monde dans le chat. Et je te laisse la parole, Philippe, pour conclure ce webinaire. Déjà, merci à toutes pour vos interventions et pour cette discussion. Moi, je rejoins Aurélie aussi. C'était ce que je pensais dire en conclusion, c'est que souvent on reproche, souvent il y a un soupçon que participer à des instances ou des organisations internationales, c'est une perte de temps, c'est un peu de divertissement. Je ne crois pas du tout. Je pense que c'est au contraire très efficace comme façon de faire de la veille, de se tenir au courant. C'est parfois en quelques jours, on peut vraiment s'imprégner d'un sujet et le voir à la fois dans ses aspects, ce qu'a aussi évoqué Cécile, à la fois dans des aspects théoriques et puis des aspects plus pratiques avec des collègues qui ont beaucoup de moyens, des collègues qui ont peu de moyens. Et puis voilà, il y a toujours la richesse de l'échange et de la discussion, et que je pense que c'est ça l'argument en fait. Un des arguments qu'on peut donner quand on a des difficultés pour participer à des congrès, c'est de dire qu'en fait, on gagne du temps à aller participer à un congrès plutôt que de faire de la veille perlée au fil de l'année. Enfin, je pense que ça peut être un des arguments qui peut être entendable. En tout cas, voilà. Donc, je fais la boucle, puisque évidemment, le but de cette série de webinaires qu'on inaugure aujourd'hui, c'était la même idée. C'était que dans un temps assez resserré, on vous donne déjà pas mal d'informations, pas mal de pistes. Merci à tous ceux qui aussi dans le chat ont contribué en envoyant des liens pour des ressources qui sont précieuses et nombreuses, qui peuvent compléter la discussion qu'on a eue en visio. Le prochain webinaire qu'on a prévu, ça sera sur, comme je disais tout à l'heure, on est quand même très attentif au fait que les personnes s'engagent, les collègues s'engagent dans les organisations, et une porte d'engagement qui nous paraît intéressante et sans doute plus accessible que d'autres, ce sont les posters scientifiques qu'on peut proposer à la plupart des congrès. Et donc, on va essayer de vous proposer un webinaire où on invitera des spécialistes de la pensée graphique, enfin des collègues qui ont des bonnes expériences de pensée graphique, voire des graphistes aussi qui peuvent avoir des bons trucs à nous donner pour comment monter un poster efficace et de la pensée visuelle. Voilà, ça sera notre prochain séminaire, a priori. Et voilà, on a plusieurs idées, mais aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins si vous souhaitez qu'on aborde un sujet qui relève du périmètre du CFIBD, c'est-à-dire
de la discussion professionnelle internationale, que ce soit européenne ou mondiale. Nous, on sera ravis d'essayer de trouver des invités qui puissent venir vous donner des informations en direct et que comme ça, en 1 heure et demie, on fasse un point sur un sujet qui vous intéresse. Ça nous semble l'une des missions que le CFIBD peut remplir. Voilà, donc n'hésitez pas à passer régulièrement sur notre site web, à nous écrire à notre adresse, donc cfibd@gmail.com, si je ne me trompe pas. Et voilà, je crois que j'ai fini. Merci à tous et à toutes. Et je vais arrêter. Il se passe encore des choses sur le chat, donc je ne veux pas couper les entretiens. Voilà, donc merci. Si on est dans les merci, c'est qu'on a fini. Merci à tous et bonne fin de journée à tous et à toutes. Ah, quelqu'un apparaît. Que va-t-il se passer? Fanny. Enregistrement. Enregistrement. Bonne journée.